Et salut à tous, c'est Karim Debache et vous écoutez le thème d'un super film dont on a parlé il y a peu avec Gilles lors d'un stream et par conséquent ça m'a donné hyper envie de le revoir, sauf que à cause d'une erreur d'un vendeur de Blu-ray, je n'ai pas le Blu-ray, donc je vais attendre avant de revoir ce fantastique film, mais ça ne m'empêche pas, comme vous, d'écouter cette bande originale fantastique. En l'occurrence, le thème du film, The Brain. Donc le film c'est le cerveau. Avec Belmondo et Bourvil. Ce morceau est de, comme vous pouvez le noter, parce que c'est écrit en bas à gauche, un morceau interprété par le groupe de musique The American Breed. Mais c'est un morceau qui, en fait, est écrit et composé par Delerue. Voilà, par Georges Delerue, qui fait la musique. Et c'est un film de Gérard Rouy. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Je crois que c'était une énorme production au moment de sa sortie, Le Cerveau. C'est un film de mon enfance, que j'ai vu une centaine de fois quand j'étais petit. Effectivement, vous me dites... sur le chat avec David Niven. Oui, tout à fait. C'est-à-dire dans le rôle du titre, il joue, c'est lui le cerveau. Et il y a aussi quand même à noter la présence, au-delà de Bourvil, David Niven et comment s'appelle-t-il de Bébel. Il y a aussi Eli Wallach. Voilà. Et d'ailleurs, comme je vous sens un peu gourmand en cette fin de journée, que j'ai l'impression que vous avez vraiment très envie d'écouter la bande originale du film The Brain, Le Cerveau, toujours, de Gérard Rouy. Fantastique film. Je vais continuer avec un titre de Caterina Casselli, qui est celui-ci. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'était absolument magnifique. Merci à toi, Caterina Casselli. Et en plus, ça me donne envie de continuer sur du Caterina Casselli. Donc, ce morceau que vous venez d'entendre est dans la bande originale du Cerveau, The Brain, toujours de Gérard Rouy, sur une scène d'ailleurs qui met en scène, si je ne m'abuse, Eli Wallach. Alors, on me demande dans le chat si on prononce Eli Wallach ou Eli Wallach. Écoute, moi, toute ma vie, j'ai dit Eli Wallach, mais peut-être que je me suis trompé toute ma vie. C'est tout à fait une possibilité. Néanmoins, je me souviens de la scène de la piscine, en fait. Cette chanson est sur une scène de la piscine et c'est absolument merveilleux. C'est avec la sœur d'Eli Wallach, enfin du personnage d'Eli Wallach dans le truc, c'est super cool. Et alors, du coup, Caterina Casselli, aussi, j'en profite pour continuer sur sa discographie en vous mettant une chanson à elle que j'aime beaucoup également et qui est dans la bande originale d'un film que j'adore mais qui est fort peu connu. Et pour tout vous dire, c'est bien triste qu'il soit fort peu connu. C'est un excellent film de Michele Soavi que j'avais passé en plus au cinéma. Et il y avait quasiment personne dans la salle. Il y avait quasiment personne et il y avait quelques personnes qui avaient l'air de pas savoir trop ce qu'ils foutaient là. Mais du coup, le film en question, c'est Arrivederci Amore Ciao. Ah bah, faut que je vais le reprononcer mieux. Arrivederci Amore Ciao. Le film de Michele Soavi que vous connaissez parce qu'il a commencé en tant qu'assistant réalisateur sur des films notamment de Dario Argento et de Joe D'Amato, mais qui ensuite est devenu lui-même réalisateur. Il est connu aussi pour le film Della Morte e dell'Amore. Un film très bizarre, mais super cool. Aussi pour Bloody Bird, qui est un film de la fin des années 80, qui est super cool. Mais Arrivederci Amore Ciao, c'est sorti en 2006. C'est absolument super. Et en fait, même le titre du film, le film tourne autour de cette superbe musique qui est Insieme a te... Oh, c'est dur à prononcer de ouf. Vas-y, je m'en fous. Je suis désolé pour tous les gens qui parlent italien, mais ça, c'est Insieme a te non ci sto più. Voilà, c'est ça. C'est ça que vous allez écouter maintenant. Et même si ça dépasse le temps d'attente, c'est pas grave, je vais me faire un café. Arrivederci, amore, ciao. Ah, comme c'est beau. Merci beaucoup, Caterina Casselli, pour cette voix fantastique et ces morceaux merveilleux qui se retrouvent dans des films géniaux. Salut à tous, c'est Karim Debache qui est tout flou. Attendez, hop, hop. Salut à tous, c'est Karim Debache qui est moins flou. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors si vous avez jamais vu Arrivederci Amore Ciao, je me permets de vous le re-recommander, puisque quand je vous l'ai recommandé la dernière fois, il n'y a pas grand monde qui est venu le voir, alors on s'est fait chier pour le passer au cinéma, ce qui n'était pas facile. On l'avait passé au Forum des Images il y a quelques années, et il n'y avait pas grand monde dans la salle, et je sais que ça m'a rendu un peu triste, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, et qui je trouve n'est pas assez connu. C'est un film, un polar qui se passe pendant les années de plomb, mais alors c'est un polar qui va emprunter à différents genres du cinéma pour construire son histoire. C'est vraiment super. Et cette chanson, donc Insieme a te non ci sto più, je sais pas si c'est une reprise, je me souviens plus. C'est une reprise ou l'original qu'il y a
dans le film. Mais en tout cas, cette chanson est omniprésente dans le film. Elle a une importance scénaristique dans ce qui se passe. Et je peux vous dire qu'à la fin de ce film, cette chanson vous reviendra en tête pour vous hanter régulièrement. Elle est absolument superbe. Voilà. Alors attendez. Du coup, je vais remercier les quelques personnes qui participent financièrement à ce stream. Soit, comme j'aime à l'appeler, les mecs les plus stylés du monde. Et les mecs et les meufs les plus stylés du monde. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes déjà pas mal à avoir sub alors que ce stream n'a même pas commencé. Merci à toi, Petite Futée, qui est un pseudonyme qui fait référence à un chef-d'œuvre. Merci à toi, Yuchigatana. Merci à toi, Capi Barouin, pour le sub. Tu me dis hello, je sais plus si c'est toi qui l'avais conseillé une fois. Tu es belge, mais j'ai maté Memories of Murder sans même connaître le réalisateur, donc Bong Joon-ho. Une tuerie. Effectivement, c'est et tu sais, je l'ai pas revu depuis. Non. Je l'avais revu à sa sortie en DVD, parce que j'avais acheté le DVD au moment de sa sortie en DVD. Donc si, je l'avais revu en DVD, mais je ne l'ai pas revu depuis, depuis la sortie du DVD. C'est toujours dans ma tête. Faudrait que je le revoie. J'ai le Blu-ray. Faudrait que je le revoie. Un des meilleurs polars de tous les temps. Voilà, Memories of Murder, si vous ne l'avez pas vu, moi c'est mon Bong Joon-ho préféré, alors que en plus c'est un réalisateur que j'adore, et c'est pour moi le top du top de ce qui s'est fait en termes de polar dans les années 2000, et même avant et même après. J'adore Memories of Murder. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Merci à toi, Joy Play Shadow, qui me dit très heureuse que tu te consacres davantage à nous partager ton amour du cinéma. Ton stream sur Evil Dead était top, et ce n'est que le début. Il y aura bientôt un stream sur Evil Dead 2 et sur d'autres trucs. Et sur d'autres trucs, voilà, qui peuvent être très intéressants aussi. Merci à toi, Asgar, pour le sub. Merci à Fox Badaboom pour le sub également. Merci à Gentil Papa. J'espère bien que tu es un gentil papa. Merci à Dark Timbu. C'est ton 13e mois d'abonnement. Ça fait plus d'un an. Et tu me dis, allez, un nouveau mois avec le mec le plus stylé du monde, lui aussi. C'est même une nouvelle année qui démarre entre nous, Dark Timbu. Je t'embrasse très très fort. Merci infiniment à toi. Merci à Common Spy aussi. Merci à Alex Supertramp. Superbe groupe. Merci beaucoup à toi, Flexvert. Flex Verlette, j'ai envie de t'appeler. Tu dis, je lis Hankin de Charlie Kaufman, le scénariste, qui disait qu'il a publié un livre parce que impossible à adapter en film. Tu as d'autres exemples ? Oh, tu me prends au dépourvu. J'ai pas réfléchi à cette question. Je ne sais pas. Un livre parce qu'il n'a pas pu faire un film, il a fait un livre. Je sais pas. Il y a l'exemple de Hit 2, mais c'est pas parce qu'il a pas pu faire un film, vu qu'il va en faire un film, mais il a sorti en livre avant d'en faire un film. Je sais pas. C'est compliqué comme question. Je sais pas. J'ai pas révisé. Tu m'as pris par surprise, je sais pas. Si je pense à un truc, je te le dis. Si tu veux, je ferai des recherches et au prochain stream, j'essaierai de te trouver des exemples de ça. Mais en tout cas, super sympa, Charlie Kaufman, c'est très chouette. Et je n'étais pas au courant de cette histoire par contre. Et Alio, merci infiniment à toi pour ton 7e mois d'abonnement, tu déchires. Et Petite Futée, en plus d'être hyper classe, parce que tu prends des subs pour toi, tu es aussi hyper généreuse, parce que tu en offres 5 à Extremis 34, à Dardiz, ou Dardes, je suis absolument désolé si je prononce mal, à Probe, il faut mettre des voyelles en fait, parce que sinon c'est vraiment cool. Il n'y en a pas tant que ça, mais il faut les utiliser. Je sais, c'est compliqué. Quand on se penche un petit peu sur l'alphabet, on se dit il n'y a pas assez de voyelles, mais il faut en mettre. Sinon, je sais pas, le X est-il censé représenter un O et le V un A? Rohab. Rollin, Rohab, je t'adore. Je t'adore en tout cas, et bienvenue à toi, bienvenue aussi à Dimitri Ruskov et à Pietro Niveau. N'hésitez pas à remercier Petite Futée, sa générosité légendaire, qui désormais est dans les livres d'histoire. Megarchimède, merci infiniment à toi pour ta générosité, à toi aussi, tu es un des grands donateurs de cette chaîne. Je t'embrasse très très fort, et tu en offres 5 cette fois-ci, des subs à Doctrax, à Castle42, à Lille Lagoon, le petit lagon, à Youssef HDF et à Thomon. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc remerciez aussi Megarchimède, ça fait super plaisir d'être parce qu'il vous fait un des meilleurs cadeaux du monde, qui est un sub, mais à la meilleure chaîne du monde, la mienne. J'ai aucun problème de confiance en moi. Et alors, du coup, salut à tous, c'est Karim Debache pour un live qui est un peu à l'arrache. En plus, j'ai pas regardé beaucoup de films ce week-end parce que je suis allé à la plage, d'où ce coup de soleil que vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne le voyez? Pourquoi ne le voyez-vous pas? L'aloe vera. Tout simplement, l'aloe vera sur les petits coups de soleil, ça disparaît petit à petit. Donc, mais je vous assure, là, j'ai un coup de soleil. Et j'en ai un encore plus gros au genou. Mais je vais vous épargner la vision de mon genou, qui est absolument dégueulasse, puisque c'est franchement une des zones de mon corps que je lave le moins. Par principe.
Pas, mais vraiment, je déteste me laver le genou. Merci beaucoup à toi, Dark Timbu, pour ta générosité spectaculaire. Toi aussi, puisque tu offres 5 subs à Arès Lapin, à Irol, à Halloween, à Plume le Chat et à Jacques 5988. Donc 5 subs, effectivement. Bienvenue à tous les amis. Merci à toi, Dark Timbu, pour ta générosité, la générosité dont tu fais preuve par rapport à toi-même, mais aussi par rapport aux autres. Tu déchires de ouf. Merci à toi, Pony Master. J'espère qu'un jour tu passeras au cheval. Et tu me dis salut le live à l'arrache. Salut à toi. Mon petit choupinet, c'est ton 3e mois d'abonnement. Merci à toi, Blogantin. Ça fait un moment que tu es là. En tout, ça fait 12 mois. Mais ça fait 10 mois in a row. Et tu me dis, ouais, bonne année. Écoute, bonne année à toi aussi. Je t'embrasse très, très fort. Même si c'est pas 12 mois in a row. Pour ça, il faudra attendre 2 mois. Mais je te retiens. Mais c'est presque une bonne année. Parce que ça fait 12 en tout. C'est une année qui aurait commencé, se serait arrêtée, aurait repris. C'est déjà pas mal. Merci à toi aussi. Merci encore, Blogantin, parce que non seulement tu prends des subs et tu fais une bonne année comme ça, et du coup, dans un élan de générosité, t'en offres 5 toi aussi à Gros Cola, à Padawan 1664, donc le disciple de la bière, si je comprends bien. C'est terrible, c'est terrible. L'alcool est un fléau. Mais le fléau aussi est un alcool. C'est une bière, je crois, qui est brassée à Tourcoing. Merci à toi, bienvenue à toi, pardon, Dexon aussi, Normal Random People également, et Radio Pécan, une radio grasse mais healthy. Merci, bienvenue à vous tous, et dites merci à Blogantin, qui est sympathique, généreux et délicat et subtil. Il est tel un bon adoucissant. Voilà. Et merci à toi, Pastricorp, également pour le prime que tu viens de prendre. Vous déchirez, vous êtes absolument adorable. Je vous fais des gros bisous. En plus, vous me donnez des thunes là pour un live vraiment complètement à l'arrache. Donc c'est très gentil parce que j'ai très peu préparé les trucs. Donc je suis allé à la plage, c'était super sympa. J'ai pu manger une glace et des fruits de mer, tels que des huîtres ou encore des moules ou des petits coquillages. C'était super sympa. J'ai quand même regardé des films. Donc je me suis dit aujourd'hui, on va faire un truc détente, relax, puisque pourquoi? Il fait beau. Il fait beau, coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Donc on est relax, on est à la cool. Je suis pas sur un transat, mais j'aurais pu. On va juste faire une conversation informelle autour de films, autour après de ce que nous propose YouTube. Et au cas où, si jamais on voit qu'on se fait un peu yesh et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai un petit Cyril Drevet en embuscade. J'ai préparé 1 ou 2 émissions de type Player One sur MCM, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Regarder des vieilles émissions qui parlent de jeux vidéo ensemble et se détendre par rapport à ça. Mais là, j'ai ça en stock, donc j'en ai réservé une. Si jamais on voit que les conversations sont insuffisantes pour tenir 1h30, 2 heures, je tire un petit Cyril Drevet. Je tire un Cyril Drevet et on regarde de quoi il parle, de jeux vidéo et tout. On se replonge un peu dans le monde des jeux vidéo des années 90, qui est toujours assez sympathique à faire, ma foi. C'est pas un jeu, mais t'as vu le trailer du remake de MGS4? Comment ça, c'est pas un jeu? J'ai pas vu le trailer du remake de MGS4. Ça m'intéresse néanmoins. De MGS3, pardon. Ça m'intéresse néanmoins de voir ça. Oui, 3, pardon, 3. C'est juste dans ma tête, ça fourche. Mais non, j'ai pas vu. Mais alors, comment ça, c'est pas un jeu? Pourquoi c'est pas un jeu? C'est un remake. Quoi? C'est un remake quoi? Il va faire un film? MGS3 Snake Eater, oui, que je connais bien, que j'ai fait à l'époque de sa sortie sur PlayStation 2, c'était super. C'est pas un film, dit Dream9, bien sûr, c'est ça que tu voulais dire. C'était un lapsus. Oui, donc c'est un jeu vidéo. Tu te confonds dans ta tête toi aussi, mais ça, c'est le crack. Hein. Ça, il va falloir que tu arrêtes un peu. Hein. Il va falloir que on relève un petit peu la pédale. Mais ouais, non, alors j'ai pas vu, je savais même pas vraiment qu'il y avait. Enfin, j'ai entendu vaguement qu'il y avait un remake de MGS3. Ah, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup MGS3, j'aime beaucoup les 3 premiers MGS, en fait, je les trouve vraiment super sympas. Puis, bon, le 4, il y a des trucs rigolos quand même si c'est pas un chef-d'œuvre, il y avait quand même des trucs un peu sympas. Le 5, je l'ai quasiment pas fait. Mais c'est 3 jeux que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. J'aimais bien le 3, il avait une ambiance un petit peu vintage guerre froide / James Bond. Alors, Dark Timbu qui dit « Je suis allé voir Misanthrope, Karim, c'était vraiment cool et franchement pas si redondant, même en connaissant les codes du genre. Je recommande, même s'il ne passe plus nulle part et qu'il a fait un bid. » Ah, il a fait un bid? Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Qu'est-ce que tu veux? C'est terrible, hein. C'est terrible ces films qui sont sympathiques mais qui ne marchent pas. Moi, je suis triste quand je regarde les scores du box-office aujourd'hui. Je suis en décalage total avec mon époque. De plus en plus. Plus le temps passe, plus vraiment je me dis merde, c'est triste. Parce que les films que j'aime vraiment bien bident, tous, les uns après les autres. Et les films que j'aime pas trop cartonnent. J'ai vu la bande-annonce du prochain Barbie, je suis sûr que ça va cartonner. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, ah non, dommage. J'avais vu la première avec vous, je crois, si je ne m'abuse, en me disant, ah, je sais pas trop quoi en penser. Et puis j'ai vu la dernière et puis je me suis dit, oui, j'aime pas trop. J'aime pas trop le délire.
Bon. Merci à toi, Candy Couche FR, pour Pastricorps, parce que je t'ai remercié. Candy Couche, tu me dis 13 mois, ça porte malheur ou pas? Bref, on s'en fiche. Salut, beau gosse. Écoute, moi, l'argent ne porte jamais malheur. Donc, merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Et comme Aez, merci aussi à toi pour le 3e mois de sub. Tu me dis bonsoir, Karim, très cool de te voir aussi régulier sur Twitch. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Je t'avoue que je me plais beaucoup ici. Même quand j'ai pas préparé mes lives, je suis content d'être là avec vous. Parce que je me dis que je vais pouvoir, au pire, de toute façon, je vais pouvoir rebondir sur des trucs que vous dites et ça va de toute façon être sympathique. Côté box-office, on parle de Northman. Il a bidé Northman? Après, je me renseigne très peu sur le box-office des films. La BA de Barbie, c'est un remake de Truman Show, on est d'accord. C'est plus un remake de Sonic le film. Et ben, je vois le truc Truman Show, mais c'est pas... J'ai vu Cure de Kurosawa, me dit Billy the Kid. Tu l'as vu, Karim? Je suis un peu mitigé, j'aime bien l'histoire, mais je l'ai trouvé très lent. Même si je comprends bien que c'est une ambiance voulue en rapport avec le thème de l'hypnose. Mais j'en ai parlé de Cure, même je l'ai recommandé. Oui, j'adore, moi, Cure de Kurosawa. Je le trouve absolument superbe. Et j'aime bien le rythme. Je trouve que ça va vraiment bien avec ce que raconte le film. Et au-delà du côté hypnose du film, qui effectivement est un des thèmes principaux, il y a le côté faux film de fantôme aussi qui va très bien avec ce rythme très vaporeux. J'aime bien, j'adore Cure. Moto Rouge, tu me dis quoi, Karim? D'ailleurs, est-ce que dans le futur, tu penses qu'il peut y avoir un problème de financement des films français de par le fait que de plus en plus de blockbusters sortent sur des plateformes de streaming et non au cinéma? J'en ai aucune idée. Les questions de l'industrie, c'est compliqué pour moi parce que je me renseigne très peu, parce que ça appartient au métatexte en fait, c'est pas vraiment dans les films. Donc du coup, je me renseigne très peu et franchement, j'aurais peur de dire une connerie. Si je n'ai aucune idée de quoi, l'aventure du cinéma français, l'aventure du cinéma l'avenir du cinéma français, l'avenir du cinéma tout court, je sais pas comment ça va tourner. C'est une période compliquée en plus, je pense, pour le Cinoche en ce moment. Donc, moi, je ne sais pas. Je serais bien bête d'essayer de trouver une réponse à ta question. J'ai vu L'Ours de Jean-Jacques Hano, me dit Andolini 40, ainsi que Uranus de Claude Berry. Je n'ai pas vu Uranus, mais j'ai vu L'Ours et je trouvais ça super quand j'étais jeune. Je n'ai pas de souvenir tant que ça de L'Ours. Faudrait que je le revoie, parce que tu me demandes mon opinion sur ces films-là. Vous me dites plein de trucs. Vous êtes adorable. Est-ce que j'ai regardé les Tarkovsky? Oui, il fut un temps. Alors ça, c'était à l'époque. Tarkovsky, j'ai découvert ça un peu au hasard de l'époque où je me baladais à la médiathèque de Boulogne-Billancourt. Il y avait les VHS et je me souviens d'avoir vu plein de Tarkovsky comme ça. C'est comme ça que j'ai vu le Sacrifice. C'est comme ça que j'ai vu même Stalker, Solaris, tout ça. Et j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour ces films-là. Est-ce que Strange Days est pas un des films les plus sous-cotés qui existent? Presque personne le connaît, alors que je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Eh ben, j'ai envie de te dire, Faust 38, non, parce que Strange Days aussi, je l'ai passé au cinéma, et Strange Days, la salle était presque pleine, alors que Arrivederci Amore Ciao, non. Tu vois, il n'y avait personne dans la salle. Donc je pense que Arrivederci Amore Ciao est moins sous-coté que Strange Days, parce que quand même, les gens se sont déplacés pour le voir. C'est un très bon film. J'adore Strange Days, c'est un très bon... vous me dites quoi? Le Faucon, Francis Huster, putain, ça fait... Alors, c'est compliqué pour moi parce que vous me balancez des. Est-ce que tu as regardé les séries Tartakovsky? Tartakovsky, oui, Tartakovsky aussi, j'adore. Je trouve ça fantastique. J'en ai déjà parlé de Primal, j'ai parlé de plein de trucs. Pourra-t-on écouter Le Masque et la Plume de Star Wars de 77? Putain, j'ai jamais écouté ça, mais je suis sûr que c'est tétanisant. Après, je trouve que c'est facile de se moquer, parce que Le Masque et la Plume, du coup, c'est une émission de critique de cinéma, et c'est beaucoup moqué parce qu'ils ont souvent des avis un petit peu péteux sur des films qui désormais sont considérés comme des classiques. Et du coup, la blague, c'est souvent d'écouter à quel point leurs émissions du passé pour voir à quel point ils se sont trompés. Mais c'est un peu méchant. Je vais pas faire du hate watch, je n'aime pas faire ça en fait, je m'en fous. À vrai dire, je suis pas d'accord avec eux sur leurs opinions, et puis tant pis. Ou alors, je regarde ça, mais enfin. Je sais pas, franchement, ça va pas être des MCA en plus, si, probablement en plus. Mais c'est même pas ça en fait, j'ai pas envie d'écouter des gens pour me moquer d'eux ou pour juste, même si je suis pas d'accord avec eux en fait, ils disent ce qu'ils veulent, on n'a pas la même vision du cinéma et en vrai c'est pas très grave quoi. Moi je pense qu'il faudrait arrêter les bagarres de chapelle et juste se dire que voilà, c'est des opinions différentes et c'est la vie quoi. C'est plus sympa de se moquer d'eux en vrai. Ne le fais pas Karim, tu vaux mieux que ça. Voilà.
Non, je préfère pas. En plus, c'est vrai que de plus le temps passe et plus je me dis, mais en fait, je préfère parler de trucs qui déjà m'intéressent et où j'aurais des trucs éventuellement à dire et que j'ai envie de partager aussi, quoi. Même si c'est pas des. Moi, en fait, je peux parler de films qui sont considérés comme des films de merde ou que même moi, je trouve objectivement sont pas des très bons films, mais qui au moins m'intéressent, quoi. Tels que Terreur extraterrestre. Est-ce que vous avez vu Terreur extraterrestre? Alors j'en ai parlé il y a peu avec Gistella lors du dernier stream et je crois que j'avais un peu oublié le nom de ce film qui s'appelle donc Without Warning en anglais et donc Terreur extraterrestre en français, qui est un nanar. Non, c'est pas un nanar, c'est un mauvais film. C'est pas un très bon film, mais voilà, je voulais évoquer ce petit film-là parce que c'est une curiosité assez rigolote. Et alors là, en parallèle, je lis ce qu'il y a écrit derrière ce Blu-ray et c'est complètement ouf. Alors, donc Terreur extraterrestre, qui est un film de 1980, si je ne m'abuse, en tout cas du début des années 80, 1980. Sorti France le 26 novembre 1980. C'est bien de mettre la date de sortie en évidence pour les connards comme moi qui présentent les films. Mais du coup, je l'ai trouvé à Nose. Non, je ne l'ai pas trouvé à Nose. Par contre, la dernière fois que je suis allé à Nose, je suis reparti avec un sac de 60 balles de Blu-ray. Et 60 balles de Blu-ray à Nose, ça équivaut à 250 000 euros de Blu-ray sur Amazon. Parce qu'ils les vendent en moyenne à 1 euro. 1 euro, 2 euros, grand max, les Blu-ray. Et donc, alors, c'est pas que des bons films. J'ai Vikingdom. J'ai Vikingdom en 3D. Et ils ont plein de nanars en 3D en fait. Du coup, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est les trucs de cinéma déviant. Peut-être vous en présenterai-je. Peut-être qu'un jour on fera des émissions spéciales, films que j'ai trouvé à Nose. Mais il y en a plein. J'ai la saga des Saw, du coup, désormais. Je crois qu'il me manque le 4, mais que j'ai trouvé aussi à Nose. J'ai quoi d'autre? J'ai un ou deux Ridley Scott des Enfers. J'ai quelques merdes comme ça, un peu rigolotes. Mais oui. Vikingdom, il y a des gens qui connaissent Vikingdom, mais oui. Que penses-tu du 13e guerrier? Oh, c'est compliqué. Alors, c'est film qui a souffert, 13e guerrier. Mais ça, il faudrait un vrai épisode sur. Parce qu'il faut parler du métatexte du 13e guerrier, qui est un film très intéressant, où il y a plein de choses à dire, mais c'est un film intéressant à discuter. Voilà. Vikingdom, c'est une chose, mais alors Vikingdom en 3D. Ah ouais, non, mais. Moi, de toute façon, au départ, on est con. Avec Gilles, quand il y a eu cette remode de la 3D à la fin des années 2000 au cinéma où plein de films sortaient en 3D, avec Gilles, on avait fait le pacte. On vous l'a peut-être déjà dit, hein, je suis désolé si je radote. Mais on avait fait le pacte de la 3D avec Gilles et on s'était dit, viens, on va voir tous les films qui sortent en 3D et qu'on peut voir dans une salle de cinéma en 3D, tous, sans exception. Ce qu'on a fait pendant quelques mois jusqu'à la sortie de Sexy Dance 3D, où on s'est dit, vas-y, merde, ça a l'air rincé, on va quand même pas aller voir Sexy Dance 3D. Et ensuite, on a lu un article de presse sur le. J'ai jamais vu Sexy Dance 3D du coup. Mais je me demande s'il n'est pas dans la liste de Blu-ray que j'ai acheté à Nose. Je sais plus. Mais on n'a pas été voir Sexy Dance 3D. Et ensuite, on a lu un article qui disait putain, Sexy Dance 3D, c'est vraiment génial. Je crois que le truc disait même genre la meilleure comédie musicale depuis West Side Story. Ce qui est forcément une exagération. Mais quand même, ça veut dire que c'était pas nul de ouf. Et on avait été voir à peu près tout et n'importe quoi. Donc on aurait pu aller voir Sexy Dance 3D. Et donc on l'a regretté. Mais vu qu'on avait brisé le pacte, on l'a pas repris. Ce qui est assez dommage. J'adore la 3D. J'adore voir des films en 3D. Même des films de merde. J'adore voir. Moi, une des plus belles expériences de films d'horreur de ma vie, c'est non pas Shining, non pas comment dire, je sais pas, The Haunting, ce n'est pas Evil Dead ni Massacre à la tronçonneuse, c'est Vendredi 13-3 en 3D. J'étais hyper content d'avoir une copie de Vendredi 13-3 en 3D que j'ai regardé en 3D sur un grand écran et j'étais comme un ouf. C'est un film de merde pour ceux qui ont vu Vendredi 13-3 et surtout si vous l'avez vu pas en 3D, c'est vraiment un mauvais film. Mais j'étais hyper content de voir un film des années 80 en 3D, donc avec tout le délire de on fait du yo-yo, même Amityville 3D qui est pas un Amityville de ouf, même si c'est Richard Fleischer, c'est pas un Amityville de ouf. J'étais content parce que c'était en 3D. Et j'étais content parce que c'était en 3D, mais Amityville, il n'y avait pas trop d'effets qui t'en foutaient plein la gueule aussi. Donc j'aime vraiment bien la 3D, je trouve que c'est sympathique. Après, c'est souvent, dans 99% des cas, c'est complètement gadget. Il faut vraiment qu'il y ait un avatar qui sorte pour qu'on se dise ah oui, là la 3D raconte vraiment quelque chose. Mais quand bien même quand c'est juste complètement gimmick débile, moi j'aime bien voir les films en 3D. Je sais pas pourquoi. J'aime bien ce délire-là. Donc je fais partie des gens qui sont vraiment tristes du fait que les Blu-ray ne sortent plus en 3D là. Même des trucs cons, genre les Mignons 2, alors que soit je m'en fous, mais j'ai envie de le voir en 3D et du coup il n'existe pas en 3D. Mais pareil, moi chez Motion 3, enfin il y a même les trucs d'animation en CGI qui sont les trucs principaux qui sont. Ben, là cette année là il y a quasiment plus rien qui sort en 3D et ça me rend très triste. Puis en plus la PS5 ne lit pas les Blu-ray 3D, ça me rend fou. Mais après, il y a des expériences vraiment intéressantes parce que, bon, la plupart du temps, c'est vraiment juste un gimmick un peu gadget qui a pas grand intérêt, c'est juste un truc un peu. Moi, ça me fait marrer, mais il y a des moments où tu dis, putain, c'est vrai que ça ajoute un truc. Moi, j'adore Dredd, le Dredd 2012, enfin, le Dredd récent, quoi.
Je trouve que la 3D, pour le coup, ou Beowulf, mais Dread, il y a un délire qui est ajouté par la 3D où tu fais toutes les scènes de la drogue du ralenti, là. Je trouve ça mortel à regarder en 3D. Je trouve ça génial. Donc, bon, après, pour la plupart des films, effectivement, c'est complètement accessoire. Et moi, je suis dégoûté qu'il y ait parce qu'il y en a eu plein des films d'exploitation qui sont sortis en 3D dans les années 80 et dans les années 50. Et il y a pas vraiment de copie. Genre, moi, j'adorerais avoir un Blu-ray 3D de Arena, parce que j'ai jamais vu Arena de Richard Fleischer. Parce qu'en ce moment, je me fais une intégrale Richard Fleischer. Et j'aimerais bien qu'il y ait un Blu-ray 3D de Arena, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Par contre, Amityville 3D, El Pozzo dell'Inferno, je crois que c'est toujours comme ça que ça s'appelle, est en Blu-ray 3D en import et c'est possible de l'avoir. Voilà, alors attendez, je vais juste faire une petite pause pour remercier les gens et ensuite je vais vous parler donc des Blu-ray des films. En fait, je vais vous parler de films récents que j'ai regardé, enfin des films récents qui ne sont pas récents mais que j'ai regardé récemment ou que j'ai reçu le Blu-ray récemment. Même si je les ai pas vus ou revus. Mais avant ça, je vais juste remercier donc Candico, je t'ai remercié, Comaez aussi, Megarchimède, ta générosité n'a d'égal que la beauté de ton visage, puisque tu viens d'offrir encore 5 subs à Andolini 40, à Stal 117, à Thomus Blobus, à RJK Original et aussi à Faux Contact. Donc bienvenue à tous les amis, merci à toi Megarchimède pour ta générosité, ton style, ton élégance et toutes ces tractions que tu peux faire et tous ces muscle-up que tu fais les doigts dans le nez. Merci à toi DosLive FR aussi, tu me dis bonsoir Rachid Vasquez, bonsoir à toi, c'est ton 3e mois d'abonnement. Midoeuf, tu m'as filé 5 balles en don, ça fait super plaisir, merci beaucoup à toi. Et tu me dis je n'ai jamais regardé plus d'un film par an. Pourtant, écouter des gens passionnés parler de leur sujet avec beaucoup d'enthousiasme sera toujours quelque chose de formidable. Donc un grand merci d'être quelqu'un de formidable depuis au moins 2013. Écoute, merci beaucoup à toi Midoeuf. C'est fou, donc tu m'entends parler de cinéma, tu m'écoutes parler de cinéma pendant tout ce temps sans regarder de film. Écoute, moi c'est cool. Je t'aime très fort et merci beaucoup pour ton don. J'espère que quand même, je te motive à en regarder quelques-uns. Peut-être, dis-moi les films, genre le genre de film que t'aimes bien regarder, peut-être si ça peut ou peut-être tu t'en bats les couilles. Mais dans tous les cas, je t'aime très fort et je t'embrasse. Merci beaucoup de participer à ce stream. Comme tu le fais, merci à toi, Jobu Tupaki, pour le sub que tu viens de me filer. C'est ton 9e mois, ça fait un petit bébé. Les fameux 9 mois, me dis-tu, la fameuse blague du bébé. Hop, c'est réglé. Merci pour tout ce que tu fais, t'es légendaire. La bise cœur. Merci à toi, c'est très gentil. Merci à Camouflage Caca également, qui m'envoie un petit smiley que je ne vois pas ce que c'est, puisque j'ai que le texte. Mais je t'embrasse très fort. Merci à toi, Salem. Merci à toi, Dorenas62 aussi. Tu me dis coucou Karim. J'ai ouï dire que tu te concentrais sur tes projets perso en ce moment. Est-ce que tu peux parler de ce que tu nous prépares de bon, Maïté? En fait, pour l'instant, je prépare mes streams. Donc, je suis en train de... Et il y a le truc que je voulais vous dire aussi. Donc je prépare plusieurs trucs. Il y a tout un petit fil rouge sur la saga Evil Dead, donc, qui nous permettra de parler aussi de façon un petit peu corollaire d'autres trucs autour de Evil Dead, et notamment un film que je vais évoquer dans quelques secondes, mais dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est un espèce de fil rouge. J'aime bien avoir des thèmes, en fait, pour maintenir une sorte de fil rouge stream après stream. Donc en l'occurrence là je me fais l'intégrale Richard Fleischer. Ça veut pas dire que je parlerai de tous les films que je vois de Richard Fleischer, mais dès qu'il y a un truc que je trouve intéressant, je peux l'évoquer. Je pense que quand j'aurai fini l'intégrale Richard Fleischer, je ferai peut-être une grosse émission sur un de ses films, peut-être Les flics ne dorment pas la nuit. Ça peut être intéressant quand même comme film à discuter, parce que c'est pour le coup une date importante mais pourtant méconnu de l'histoire du cinéma policier. Les flics ne dorment pas la nuit. Donc je pense que je discuterai de ça, The New Centurions, encore une fois en anglais. Je fais ça, je commence à préparer un cycle, donc je me renseigne, je lis beaucoup et je regarde quelques trucs sur le méta-cinéma, donc sur le cinéma qui parle de lui-même. Je pense que c'est un thème qui est intéressant, puisque je pense qu'on arrive à des sommets complètement spectaculaires de ce qu'on commence à appeler... le métamodernisme, même si moi je m'en fous, j'aime pas trop donner des trucs, mais cette espèce de délire complètement qui se regarde en train de se regarder, qui quand même est intéressant à essayer de décoder. Donc moi j'aime pas trop parler d'actualité, je parle peu finalement des films qui sortent, parfois je le fais mais peu. Je préfère regarder peut-être éventuellement le passé pour voir à la limite comment on en est arrivé là, ça m'intéresse un peu plus. Donc du coup je pense qu'on va faire un petit fil rouge là-dessus. Là, en ce moment, je regarde pas mal de films, disons de cinéma des origines métatextuelles, quoi. Et ça m'intéresse toujours, c'est intéressant. Barbie, ça a l'air quand même... Barbie, on regardera la bande-annonce après de Barbie, peut-être. Il y a une phrase, moi, qui me fait halluciner, quoi, dans la bande-annonce de Barbie, la dernière. Et je fais ça. Et le truc que je voulais vous dire la dernière fois, mais j'ai oublié, c'est que je me disais pourquoi pas revenir sur certains films dont j'aurais parlé dans des émissions. Parce qu'on m'a dit pourquoi est-ce que tu commenterais pas tes vieilles émissions, ce qui m'intéresse en fait très peu, parce que justement là ça commence à devenir
Même à mon échelle, qui est quand même très méta, ça commence. J'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie de me regarder, commenter des trucs. J'ai pas envie d'offrir des commentaires sur des commentaires de commentaires parce que là, c'est des espèces de poupées russes qui me donnent envie de briser cette coquille, qui m'horripilent de jour en jour. Donc je préfère reparler des films en fait, éventuellement que j'ai déjà évoqués, et notamment peut-être le premier, pour juste les évoquer de façon un peu plus longue que dans mes émissions, mais notamment par exemple parler d'adaptations de jeux vidéo tels que Super Mario Bros en fait. Celui des années 90, refaire une émission donc un peu plus longue et un peu plus détaillée et un peu plus précise sur ce truc-là, ça pourrait être sympa. C'est ça que je voulais vous dire la dernière fois que j'avais oublié. Voilà. Je pense que dans le cycle méta, alors je vais pas faire un truc chronologique parce que c'est compliqué, parce que du coup, c'est vraiment le tout début du cinéma qui commence à parler de lui-même presque dès le départ. Donc, du coup, je pense que je vais sélectionner peut-être des moments dans l'histoire du cinéma. Et je pense que King Kong, qu'on a déjà évoqué en fait par le passé dans ces streams, pourrait être un bon point de départ sur le cinéma méta. Voilà. Et alors, il y a déjà des commentaires audio sur Chroma, par contre, hein, qui existent, qui sont facilement trouvables sur YouTube. Voilà, donc c'est ça que je prépare en ce moment. Et merci beaucoup à toi, Néoten, également, pour ce gentil sub qui fait plaisir. Donc, du coup... dans ton dernier cross, tu avais... Alors attendez, je vais lire les messages que vous avez mis en avant aussi. Je vais essayer de les retrouver. Je suis désolé si je ne les vois pas tous, hein, parce que j'ai pas toujours l'œil sur le chat. Lalalou, 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 laladi, dadou, 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 bababou. On me dit « Ah, arrivederci, amore ciao, le plan de la balançoire est mon plan favori de l'histoire du cinéma. » Je vois très bien le plan dont tu parles. Encore une fois, superbe film, Arrivederci amore ciao, si vous ne l'avez pas vu. C'est un immanquable. Je descends aussi pour voir s'il y a d'autres messages. Et la 4DX, la 4DX, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir chez toi, donc déjà, c'est compliqué. Il y a des moments rigolos. C'est vraiment les films que tu as envie de voir comme des expériences, disons, de fête foraine. C'est pas, moi, je ne méprise aucune expérience de cinéma. Le dîner de con 3D, moi, ça m'intéresserait, le dîner de con 3D. Pour moi, la 3D n'est pas forcément liée à du gros divertissement. Parce que les trucs d'exploitation, en fait, il n'y a pas de scène très impressionnante dans Vendredi 13 3. C'est juste ça peut être dans tout, la 3D, je trouve. Est-ce que j'ai un avis sur Blow Up d'Antonioni? Ouais, c'est un très grand film. C'est un très grand film, un très grand film. Un peu sur le cinéma, évidemment. J'en ai parlé un peu de Blow Up d'Antonioni lorsque j'ai fait un NTSC sur Blowout de Palma, qui évidemment prend comme exemple Blow Up d'Antonioni et Profondo Rosso. Mais oui, je trouve ça fantastique, Blow Up d'Antonioni. J'ai découvert Blow Up d'Antonioni, c'était au lycée. Parce que j'avais écrit un truc qui ressemblait, en fait, on devait faire un court-métrage en option cinéma. Et j'avais écrit l'histoire d'un photographe qui, du coup, prend une photo et en fait, il se rend compte qu'il a photographié un meurtre. Et donc, ma prof m'a dit, mais c'est exactement, en fait, Blow Up d'Antonioni. Et donc, j'ai fait, ah ouais. Et j'ai vu le film, j'ai fait, ah ouais. Donc on a fait autre chose. Mais c'était assez marrant. C'est super. Donc c'est ça l'histoire de Blow Up d'Antonioni, mais c'est très bien. Que me dites-vous? Après, j'ai pas révisé, donc je peux pas dire de grand chose de très intéressant, je pense. 3D et slow-mo, ça rend très bien. Genre, l'intro de Jackass 3D, c'est une des meilleures intros en 3D que j'ai jamais vu. Absolument. L'intro de Jackass 3D est absolument fantastique, et la fin de Jackass 3D aussi est absolument merveilleuse. Et Jackass 3D, je l'ai vu en 3D au cinéma, à sa sortie en 2010, et c'était une magnifique expérience de cinéma. Peut-être une des meilleures expériences de cinéma des années 2010. Voilà. Que me dites-vous? Vous me dites bonsoir. Vous me dites thème de Patrick Sébastien. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça, mais non, je ne regarderai pas thème de Patrick Sébastien. Je ne sais pas pourquoi il y a ce film qui est cité. Je descends. En parlant de films qui parlent de cinéma, j'aimerais savoir si tu as vu Babylone. Toujours pas. Et si oui, tu en penses quoi? Toujours pas, j'ai toujours pas vu. Barbie, c'est Matrix. Ouais, ils sont partis dans ce délire-là. Hein. C'est horrible. C'est complètement effroyable. C'est quoi ce bordel qui dit les luttes ont été inventées pour Super Mario Bros 93? Putain, là tu m'apprends un truc, je ne le savais même pas. Donc oui, réhabiliter ce film serait intéressant. Après, moi je trouve que c'est un mauvais film. Hein. C'est pas l'idée de le réhabiliter forcément.
mes goûts sont pas très importants et ce que je pense des films est vraiment pas très important et c'est cool de penser l'inverse, hein, c'est pas du tout. Mais moi, je trouve que ce film, il part d'un. En fait, c'est le point de départ d'idée, de l'idée, le concept du film en fait à la base est complètement rincé, je trouve, et ne peut pas donner quelque chose de bien. Donc, mais bon, après voilà. Est-ce que j'ai vu Meurtre à la Saint-Valentin 3D? Absolument. Je l'ai vu au cinéma d'ailleurs. Et alors, à l'époque, j'étais pas énervé par les remakes et tout, et donc celui-là, Meurtre à la Saint-Valentin 3D, ça allait. Ça allait, je trouve qu'il était. Mais c'est parce que j'avais pas encore ce ras-le-bol des remakes de films d'horreur et tout, et du coup, ça allait. L'original est très intéressant. Hein. L'original est toute une dimension sociale bizarre et gore en plus. Il est hyper hardcore, l'original. Mais je trouve que le remake était sympa et ludique. Je me demandais si tu avais un Letterboxd. Non, j'ai essayé un petit peu, j'ai eu un Tract aussi. Mais il y a un côté réseau social que j'aime pas dans ces trucs-là. Voilà. Et puis si je l'avais, ce serait pas un truc public du tout pour le coup. Ce serait vraiment un truc juste pour répertorier le truc parce que j'oublie la moitié des films que je vois. Mais j'essaie de les noter aussi. Mais des gens posent la question et j'avoue que je me demande aussi, tu feras toujours NTSC? Oui, Dreamline, oui, tout à fait. Alors, c'est juste là en ce moment, c'est moi qui retarde le prochain épisode parce que j'ai pas le temps, parce que du coup je suis en train de réorganiser mon planning de taf et tout, parce que du coup je fais plus JDG, mais par contre oui c'est prévu et on sait ce qu'on va faire. Il y a déjà un prochain épisode, on sait quel film on va faire. Existe-t-il un slasher pour chaque fête période de l'année? Je pense qu'on n'est pas loin de ça. Hein. Je pense qu'il y a à peu près tout qui existe. Peut-être pas, mais il y a à peu près tout, en tout cas. Voilà. Donc, alors tout ça, cette longue introduction de 46 minutes touche à sa fin. Je pense qu'on ne regardera pas Cyril Drevet, par conséquent, aujourd'hui, on le regardera une prochaine fois, c'est pas très grave. Hâte de voir un slasher sur la fête des grands-mères. Il y a déjà Mother's Day, qui n'est pas vraiment un... Attends. Salut Karim, un petit coucou pour te dire que ton travail et ta vision du cinéma est suivi par une petite famille en Normandie. Très bien. Mon épouse et moi même adorons le ton bienveillant et funky que tu emploies. Donc plus de funkitude sur toi et à très vite pour d'autres reviews de qualité dignes du premier Evil Dead qui était si excellent que je ne peux plus le regarder autrement. Ah c'est cool. Bah, je suis désolé. Du coup si je t'ai caché le plaisir de Evil Dead. Ah mais je suis désolé. Mais on fera ça. Alors Evil Dead 2 ça sera pas ce week-end mais celui d'après. On parlera de ça. Et je vous recommande aussi, je l'avais déjà dit lors de mon précédent stream, de regarder Mort sur le grill, puisqu'on va aussi discuter de Mort sur le grill. Peut-être qu'on parlera de Mort sur le grill ce week-end. Alors on fera pas comme Evil Dead, je vais essayer de pas trop vous spoiler le film. En plus c'est un film que j'aime pas trop, moi, Mort sur le grill. Je trouve un moment les plus faibles de la filmographie de Sam Raimi, mais qui néanmoins est assez fondamental dans la construction de son cinéma et notamment dans ce à quoi ressemble Evil Dead 2. Donc du coup je pense que c'est important de parler de Mort sur le grill et on parlera de Mort sur le grill. Donc je vous recommande quand même de regarder Mort sur le grill, déjà parce que ça reste un film de Sam Raimi, qu'il y a quand même quelques trucs un peu rigolos dans le film, même si je trouve que c'est raté. Il y a quand même quelques trucs un peu rigolos, mais c'est toujours mieux que de regarder je ne sais quel film qui sort en ce moment. Cette phrase était un truc de vieux con. Mais regardez Mort sur le grill et regardez Evil Dead 2, on en parlera bientôt. Et aussi un autre film que je vous conseillerais incessamment sous peu, dès lors que j'aurai réussi à commencer ce stream, qui est toujours dans son introduction. Alors, je commence par vous parler de ce film-ci, qui est Terreur extraterrestre, que j'ai évoqué lors de mon précédent stream, mais de façon très vague, parce que j'avais oublié même le titre. Donc, je reparlerai peut-être un de ces quatre, juste pour vous dire que bon, c'est un peu un navet, que c'est un mauvais film. Mais alors, je viens de lire ça aussi. Je vais vous lire quand même... Alors, l'histoire du film, en gros, c'est des jeunes qui vont... de ces quatre jeunes que vous voyez ici, qui vont dans la forêt pour aller camper. Sauf que il se passe quelque chose d'horrible. Donc, ils rencontrent des gens dans une station-service. Est-ce que la vie est un éternel recommencement? Et les gens dans la station-service leur disent « Attention, il se passe des choses horribles. » Et effectivement, il se passe des choses horribles. Donc, ils se font attaquer par des sortes de petites merdes extraterrestres qui sont des espèces de petits facehuggers en forme de soucoupe, mais organiques, des petites soucoupes organiques, comme Nope, mais en petit, avec des petites dents, comme des facehuggers, comme ça, qui leur foncent sur la gueule et qui se mettent à les manger un petit peu comme ça. Et voilà, allez, c'est dégueulasse ce qui se passe. Et en fait, ils se font bouffer les uns après les autres. Il y a toute une histoire avec un ancien, un vétéran de la guerre, avec tout un truc. Et du coup, en fait, ces petites bestioles sont envoyées par un extraterrestre qui a en plus un look. Je ne sais pas si vous voyez bien la silhouette. Vous la voyez bien, là, il est derrière, il est là.
hyper original quand même, et qui du coup en fait est interprété, comme je le disais, par Kevin Peter Hall. Et c'est là tout le côté rigolo de ce film, c'est que les motivations de l'extraterrestre qui attaque ces jeunes gens. Donc l'idée c'est de faire évidemment un mélange entre le slasher, parce qu'on est en 1980, et Alien, parce qu'on est en 1980. Et du coup, en fait, les motivations de cet extraterrestre pour les meurtres qu'il commet, c'est que c'est un chasseur qui collectionne les gens qu'il chasse tels des trophées, et qui est interprété par Kevin Peter Hall. Donc c'est complètement en fait un précurseur de Predator, mais très étrangement, c'est une version hyper cheap de Predator qui est sorti du coup avant Predator. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est là, donc là derrière, ils se permettent quand même dans ce Blu-ray. Alors ça c'est sorti chez Sidonis, que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sortent plein de trucs très sympas. Mais ils disent, entre les chasses du comte Zaroff et Alien, Terreur extraterrestre mêle horreur et science-fiction dans un scénario qui, bien qu'il présente des similitudes avec Predator, remonte à une dizaine d'années plus tôt. Et justement, c'est le même Kevin Peter Hall qui prête son impressionnante silhouette aux créatures des deux films. Voilà, affrontant d'abord Jack Palance, Martin Landau. Et ah oui, c'est un des premiers rôles de David Caruso. Voilà. Pour ensuite mieux se mesurer à Arnold Schwarzenegger. Et je trouve que c'est hyper... Alors, c'est vraiment un... On va regarder la bande-annonce. Je sais pas s'il y a une bande-annonce. Je vais vous mettre la bande-annonce parce que c'est vraiment un nanar. Enfin, c'est pas un nanar. C'est nul, en fait. C'est plutôt un vrai mauvais film. Hyper cheap. Hyper cheap. Hein. Vraiment super cheap. Mais c'est hyper chelou parce que du coup, il y a des gens... Comment dire, de haute volée, quoi, qui ont bossé sur ce truc, qui a franchement très peu d'intérêt, mais qui est quand même, du coup, hyper précurseur. Cameron Mitchell aussi. Et oui, et la photographie est de Dean Cundey. Alors, donc le chef-op, un chef-op de légende, dont on avait parlé avec Gilles lors du dernier strip, mais un chef-op de Jurassic Park, chef-op de Retour à le futur, qui donc faisait ça. Alors, c'est Without Warning. J'ai pas vu le trailer, donc on va le regarder ensemble. Attendez, je vais vous mettre, pardon, hop, tac, voilà. Without Warning, 1980. Donc, curiosité hyper chelou. Je me suis très peu renseigné sur le film. Il y a un livret dedans, dans l'édition. J'ai pas lu. Donc, peut-être que j'apprendrai plus de trucs sur ce film et je reviendrai vous en parler. Mais c'est une curiosité, néanmoins, ma foi, curieuse, qui mérite, ne serait-ce que pour l'absurdité de ce que c'est, quoi. Arrête d'agiter la boîte, j'arrive pas à lire le titre. Terreur extraterrestre. Without Warning. The hunting season has begun. But the hunter isn't human. Only the prey are. It came without warning. Like nothing on this earth. Our friends are dead. David Caruso. Beyond any known terror. Tell that horrible creature. Come on, come on. It's chasing me. Because when it leaves this planet, no one may be left alive. Look, I'm warning you. When they start eating on you, don't come to me for help. Baby! He came down here with a sport. He wants to get himself a few trophies. And you know what? Right now, you and me, we are the prize game. The hunter. The hunted. There was no tree. The thing that preys on human fear and feeds on human flesh. From deepest space it came, and now man is the endangered species. It came without warning, and now it's coming for you. Voilà, donc ça existe et c'est ça qui est important. Alors encore une fois, c'est pas un film que je recommande forcément à tout le monde puisqu'en vrai c'est plutôt vraiment un mauvais film. Je lirai, je me renseignerai un de ces quatre quand même parce que j'ai quand même un livret qui vient avec ce Terreur extraterrestre, donc Without Warning en anglais, mais je lirai
rencontre du mauvais type. Ça, j'aime bien quand ils font ce genre de, ce genre de slogan dans les Blu-ray. C'est super sympa. Alors, il y a une présentation du film que j'ai pas vu. Producers versus Alien. Il y a un livret donc, de Mark Toulek, bien connu des gens qui achètent des Blu-ray. Et il y a des choses qui se passent. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est une curiosité hyper chelou, surtout parce que tu peux après regarder Predator et te dire putain, c'est quand même vachement mieux que Predator. Donc voilà, c'était le petit conseil du début de stream pour les gens qui ont déjà tout exploré et qui ont un peu la flemme de chercher le fond des chiottes. Je vous présente le fond des toilettes. Et alors, je me suis maté, j'avais jamais vu un film que j'ai envie de voir depuis un moment, juste pour une raison, c'est que dans le casting, et je crois que ça date de la même année, pour le casting, parce qu'il y a... Non, c'est 81, pardon. C'est 81. Juste parce qu'il y a Linda Blair dans le casting et j'avais jamais vu ce film-là. Donc c'est Hell Night. Je vais juste vous montrer vite fait la bande-annonce et pas en parler trop. Alors je vais couper là parce qu'en fait je suis en train de me dire est-ce qu'on va pas voir des trucs qui vont me faire ban de Twitch, je ne sais pas. Et dans le doute on va couper là. De toute façon je trouve là ce trailer plutôt très mal rythmé. Je suis pas certain que ce soit très intéressant de continuer. Bon, le film est pas terrible, c'est un film je crois de Tom DeSimone qui est connu pour avoir fait Angel 3. Alors c'est voilà, tu fais là c'est vrai, faut fouiller quoi. Faut fouiller. Déjà Angel, faut fouiller, mais Angel 3, faut fouiller vraiment. Mais ça, voilà, donc c'est pas très intéressant, mais c'est juste qu'en fait c'était sympa parce qu'il y avait Linda Blair dedans. Donc il y a Irving Yablans aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a Linda Blair dedans et le concept, c'est juste parce que j'ai revu Amityville il y a peu, que je me suis dit tiens, pourquoi pas se remater des trucs un petit peu de maison hantée. C'est vrai que c'est sympa, d'autant que je vais être obligé par la force des choses de revoir The Haunting, donc la maison du diable de Robert Wise, puisque je vais parler d'Evil Dead 2 et que évidemment la façon dont est filmé Evil Dead 2 a beaucoup à voir avec The Haunting de Robert Wise. Du coup j'ai aussi revu Amityville 2 qui donc réalisé par Damiano Damiani, et j'avais revu El Chuncho en plus il y a peu, donc ça c'est très sympa aussi. C'est plus des films que je vous recommande, mais celui-là ça faisait longtemps que je voulais le voir juste parce que Linda Blair et parce que le scénar est un petit peu sympa. En gros, le scénar, c'est une relecture de House on Haunted Hill avec Vincent Price. Vous avez vu ça? C'est super ça par contre, de William Castle. Ça c'est super. Ça c'est super top. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder un bon film de maison hantée, super sympa, House on the Haunted Hill de William Castle est beaucoup plus sympa que celui-ci, et il a le même concept, c'est-à-dire en gros ce sont des gens qui sont invités dans une maison et qui ont un challenge, donc là en l'occurrence parce que ce sont des bisous dans une université. Dans House on the Haunted Hill, c'est parce qu'on leur promet 10 000 balles s'ils acceptent de passer la nuit dans une maison hantée. Voilà, et évidemment il se passe des choses. Voilà, donc c'est à peu près le même modèle de truc. Du coup j'ai aussi revu Amityville 2 qui est mon Amityville préféré, plus que celui de Fleischer et plus que le premier. Même si le réalisateur Stuart Rosenberg du premier, il est trop souvent décrié. Il y a des choses intéressantes quand même dans son cinéma, et même dans Amityville 1, il y a des choses intéressantes, mais c'est pas mon préféré. Amityville 2 est vraiment super sympa. Hello Karim, j'ai vu To Catch a Killer, Misanthrope du coup, car tu m'en as donné envie et c'était très chouette. T'as vu, c'était sympa. Est-ce que je confonds pas? Non? Attends. Je vais te dire est-ce que je dis une connerie? Je vais te retrouver le titre de ce film si tu me laisses 2 minutes. Je crois que c'est House on Haunted Hill, mais je crois que c'est peut-être Haunting Hill. Je ne sais plus exactement. Mais si je fais une petite recherche... Mais c'est pas La chute de la maison Usher. Hein, je ne confonds pas ce que je dis. J'ai juste un doute sur Haunted ou Haunting. House on Haunted Hill. Haunted Hill. C'est ça. 59. Et c'est bien Vincent Price. C'est tout à fait Vincent Price qui vit des aventures fantastiques. C'est lui qui joue le mec qui invite les gens à passer la nuit dans cette maison hantée qui fait peur. Et c'est un film de William Castle, donc c'est très maison hantée, fête foraine. Enfin, j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça vraiment super. AKA, La nuit de tous les mystères, c'est ça en français. Haunting Hill, non. Non, c'est The Haunting on Hill House, qui est une réadaptation... Enfin, qui est une réadaptation du roman dont est tiré The Haunting de Robert Wise, qui a aussi donné Hantise à la fin des années 90. C'est un autre truc. Non, vous mélangez des trucs. Faites-moi confiance. C'est Haunting of Hill House. Haunting of Hill House, c'est la série.
The Haunting, c'est le film de Robert Wise. House on the Haunted Hill, c'est le film de William Castle dont je parle. Et Antise, c'est Antise, le remake de The Haunting, voilà, qui s'appelle The Haunting, je crois, aussi aux États-Unis. On s'en fout, c'est pas très important. Je mets trop bien The Haunting of Hill House. Moi, j'ai pas vu. Ma copine adore. J'ai pas vu. Mais si t'aimes bien ça, regarde The Haunting de Robert Wise. C'est la base. Même c'est la base des trucs de maison hantée. C'est vraiment, c'est super cool. Avec David Hasselhoff. Non, ça c'est House 4. Tu confonds. House, c'est une série intéressante. Hein. Bon, c'est considéré comme super bis House, mais un jour on parlera de House et de toute la sympathie que j'ai pour House, et notamment pour House 2, qui est, je trouve, ma foi, très généreux en termes de n'importe quoi. Pas du tout un film d'horreur, presque un film d'aventure hyper perché, mais super intéressant et super sympa. Bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, je vous recommande Hell Night, ça peut être sympa pour le côté curiosité un peu sympa. Je pense que c'est le meilleur film de son réal, qui est surtout connu pour avoir fait des films érotiques. Et je pense que c'est un peu... Il y a quand même des trucs un peu sympas, notamment le fait de revoir Linda Blair. Je vais arrêter de faire défiler ce truc, parce qu'on sait jamais. Mais surtout, si vous voulez un film dans ce style-là, avec un concept similaire, dirigez-vous vers le film de William Castle, House on Haunted Hill, qui est vraiment, vraiment, vraiment super chouette. Voilà, je reviens en gros plan pour vous montrer en gros plan le prochain Blu-ray que je n'ai pas revu, mais qui normalement j'ai reçu enfin, et dont on va forcément parler à un moment, je pense, après Evil Dead 2, on parlera de ce film-ci, qui est celui-là, Intruder. Alors, donc, j'ai enfin le Blu-ray. Je voulais absolument ce Blu-ray parce que dans ce Blu-ray, il y a non seulement des commentaires audio du réalisateur, mais aussi le making-of, qui est un petit documentaire sur la fabrication du film, qui m'intéresse énormément, que je n'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais vu le docu, quoi, comment dire, le making-of. Mais le film est hyper... alors, moi, je l'adore. Vous n'êtes pas obligé de trouver ça bien. En gros, c'est un pur slasher, c'est un slasher pur jus, mais sorti en 89. Donc c'est fin de vie du genre, et je trouve que c'est un des meilleurs de la fin des slashers. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce film. Après, voilà, c'est pas, j'imagine, c'est pas à se taper le cul par terre non plus, c'est pas un truc de ouf, quoi. Je vais pas vous faire découvrir un truc de malade, mais moi, j'aime beaucoup. C'est réalisé par Scott Spiegel, qui du coup est un des membres de la famille Sam Raimi. C'est pour ça qu'on en parlera après Evil Dead 2, parce que c'est un poteau de Sam Raimi et de Bruce Campbell et tutti quanti. Par ailleurs, Sam Raimi et son frère Ted Raimi ont des rôles dans ce film, des rôles d'ailleurs assez importants. Là, ça, c'est From the producer of Inglourious Basterds and Pulp Fiction, il y a écrit. Ce qui est vrai, parce qu'il y a Lawrence Bender, Lawrence Bender produit ce film, donc effectivement avant Pulp Fiction et avant même Reservoir Dogs en fait. Et il a un rôle dans ce film au même titre que Bruce Campbell, c'est des caméos. Il y a un caméo de Lawrence Bender et un caméo de Bruce Campbell dans ce film aussi. Et c'est en fait un slasher qui a la particularité, ma foi, sympathique d'avoir pour cadre un supermarché. Et je crois que c'est tiré, alors je vous dirai après avoir m'être mieux renseigné sur le film. Mais je crois que c'est tiré de vrais tafs de Scott Spiegel. Parce que c'est un supermarché dans le Michigan, du coup, où ont grandi Scott Spiegel, Sam Raimi et tout. Et du coup, en fait, c'est dans un supermarché, après la fermeture, il y a un tueur qui s'en prend au staff du supermarché, quoi. Donc le cadre est super. Le petit défaut du film, c'est que je trouve qu'il n'utilise pas assez le cadre du supermarché. Pour les morts, il devrait y avoir des trucs un peu plus ludiques. Mais quand même, il y a quand même des trucs qui sont sympas. Et surtout, c'est très peu avare en... Oui, c'est un peu plus une épicerie, effectivement, qu'un supermarché, peut-être, me dites-vous. Mais c'est plus grand qu'une épicerie, quand même. Parce qu'il y a des allées et tout, et ils peuvent se planquer. Mais en tout cas, c'est peu avare en effet gore, quoi. Ça en fout plein la gueule, comme le montre d'ailleurs cette pochette dégueulasse. Mais effectivement, ils y vont fort en termes de ce que ça montre et en termes d'effets spéciaux. Les effets spéciaux sont de KNB, c'est très intéressant. Et il y a plein de choses à dire sur le film. Scott Spiegel n'a pas fait énormément de films, et je crois qu'il est aussi c'est le réalisateur de Une nuit en enfer 2, je sais plus, d'autres trucs comme ça, de suite. Ils sont pas forcément des chefs-d'œuvre ni rien, mais là, il y a... En fait, le truc, c'est que tu sens que c'était un moment, après Evil Dead et Evil Dead 2, où
il essayait de faire un peu du Sam Raimi. Tu sens que comme il était de cette famille-là, je pense que post Sam Raimi et les Cohen, il y a eu ce truc de les films, ils peuvent être graphiques et baroques et voilà. Et donc il y a ce délire-là de filmer les trucs de façon parfois un peu iconoclaste, même si c'est pas au point de faire un Evil Dead. Mais il y a des audaces dans les cadres et dans la façon de montrer l'action qui peuvent être, je pense, un cadre sympa pour une conversation autour de la fin de l'ère classique du slasher qui arrive, donc c'est la fin des années 80, quoi. Et donc voilà, donc c'est intéressant. N'hésitez pas à mater ce film si vous en avez l'occasion, ça peut être un compagnon rigolo à Evil Dead. Et puis surtout, c'est l'occasion de voir Sam Raimi, qui n'est pas un incroyable acteur, mais qui en tout cas fait de son mieux dans ce film-là, et son frère Ted Raimi, aussi qui a un rôle. Et un tout petit peu Bruce Campbell, et un tout petit peu Lawrence Bender, voilà. C'est Clark Slasher. Oui, mais alors avec, il y a une bonne finition, quoi, que moi j'aime bien, enfin, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Bienvenue en enfer. Comment ça, bienvenue en enfer? Les slashers pré-Scream, ouais. Qui est la meilleure époque des slashers, hein. Moi, en vrai, après Scream, je trouve que le genre est quasiment mort et enterré pour le coup. Il était de bon ton à l'époque de la sortie de Scream de dire que le film, donc Scream, avait relancé la mode du slasher. Mais moi, je trouve dans de bien tristes auspices, quoi. J'ai du mal à sortir ne serait-ce que 5 vrais très bons slashers de Hostel 3, c'est ça. Il avait fait Hostel 3 aussi. J'ai du mal à sortir même 5 bons slashers post-Scream, franchement. Voilà. La 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 lou, la 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 lou, la 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 la. Alors, salut Karim, je te suis depuis un moment maintenant, j'aime beaucoup ce que tu fais et ça m'a poussé à m'intéresser beaucoup au cinéma. Cependant, j'ai toujours du mal à comprendre ce que racontent beaucoup de mise en scène, signification d'un mouvement de caméra, des couleurs, etc. Aurais-tu un conseil pour me permettre de m'améliorer en analyse de films, livres, documentaires, tutos? Tu sembles réussir à voir des choses qui semblent évidentes une fois que tu les as relevées quand tu parles de... Alors, sur l'analyse de film, je me demande s'il n'y a pas un Laurent Julier qui s'appelle simplement Analyser un film, qui peut te donner une porte d'entrée éventuellement pour ça. Après, tu sais, il n'y a pas vraiment de lexique, de langage, de grammaire du cinéma, parce que c'est très compliqué de considérer le cinéma vraiment complètement comme un langage, même si c'est quelque chose qu'on a volontiers, et moi le premier, l'habitude de dire, mais de façon très simplificatrice. Trop simple, parce que en fait tous les outils que tu utilises en termes de mise en scène peuvent avoir différents sens selon le contexte dans lequel tu... Enfin, je veux dire, une contre-plongée, ça peut vouloir dire plein de choses différentes selon comment c'est utilisé. Donc si c'est un langage compliqué, c'est un langage où tout est complètement polysémique selon comment tu utilises tel ou tel mot dans telle ou telle phrase, c'est avec que des homonymes, enfin ce serait très compliqué. Je réfléchirai à ça, si vous voulez, je ferai des petits, peut-être des streams d'analyse. Moi, je voulais faire de l'analyse de séquences, ça peut être prétexte à ça aussi. Sans vous montrer les séquences pour des raisons de droit, mais peut-être en vous montrant juste des diapositives ou des screenshots. Je continue mon aventure pour vous dire que... Après, je trouve que c'est des trucs qui viennent peut-être en regardant beaucoup de films petit à petit. Tu sais, en regardant des films, tu finis par te dire « Ah ouais, là, le mec, il a essayé de donner telle ou telle signification au truc qu'il est en train de faire. » Voilà, je sais pas. Lire les images de cinéma de Julier, c'est très très bien. Nous conseille R. Duvant, je me souviens plus. Enfin, les livres de Julier, j'en ai lu tellement que là, je suis encore en train d'en lire un. Qui est, donc je les mélange et je sais même plus lesquels j'ai lu ou pas. Mais c'est effectivement toujours très intéressant. Et puis c'est jamais trop... Enfin, c'est facile à comprendre. Genre, c'est pas galère. Je suis jamais perdu dans ces bouquins, donc ça, c'est toujours chouette. J'ai déjà fait beaucoup de dédicaces. Des gens demandent souvent quel livre sur le cinéma tu recommandes. Ça peut être intéressant de faire un stream sur ceux que tu juges utiles. Ouais, le gros problème que j'aurais, non, je peux essayer de faire ça. En fait, le gros problème, c'est que du coup, j'ai lu plein de trucs dans ma vie et je mélange en fait ce qu'il y avait dans les livres et je sais, comme j'ai une mémoire défragmentée, en fait, il y a des bouts de trucs, je sais plus dans quoi je les ai lus. Donc, je sais quels sont les classiques, genre le ciné-lumette, faire un film, c'est indispensable. En un clin d'œil, Merch, c'est indispensable aussi, c'est fantastique. Tous ces trucs-là, je les trouve hyper cool, mais après, c'est compliqué parce que il y a des trucs.
Il y a plein de choses. Il y a des trucs de théorie du cinéma, d'histoire du cinéma. C'est très compliqué de faire un top genre de livre pour moi. Je sais plus dans quoi et quoi. Mais par contre, si jamais, je peux faire un live spécial sur un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, pour que je l'ai encore un peu en tête, quoi. J'essaierai de trouver ça. Si ça vous intéresse d'avoir des lectures intéressantes, ça peut être un peu intéressant. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous me dites d'intéressant? Tcha. Hop. Vous me dites plein de trucs intéressants. Je vais continuer ma conversation parce que sinon je vais jamais avancer et ça fait déjà quand même 1h10. Moi qui me disais oui, 1h30, ça va être compliqué. Ça, c'est fantastique. Hein. Si vous l'avez jamais vu, donc je reviens toujours sur mes cycles du moment, mais si vous avez jamais vu Les Vikings de Richard Fleischer, alors j'ai pas encore lu, parce que ça vient avec un bouquin de Christophe Chavdia, L'énigme Richard Fleischer. Mais ça, c'est fantastique. Hein. Ça, il faut absolument voir ce film. Si vous aimez les films d'aventure, je vous en ai déjà parlé en fait il y a peu, très peu. Je pense que je ferai un stream peut-être spécial Les Vikings aussi. Hein. Mais après, c'est le problème avec les réalisateurs que j'aime bien, c'est que du coup, il y a 450 films à eux que je trouve fantastiques. Et du coup, moi, celui-là, c'est un de mes préférés aussi, quoi. C'est vraiment, vraiment une merveille. Est-ce que je peux peut-être vous mettre des images du film éventuellement? Ça peut être ça sympa, ça. Clac, hop, Les Vikings. Donc, si vous aimez Les Vikings, trailer. Fantastique film, du coup, Les Vikings de Richard Fleischer. Alors, je vais dire un de ses meilleurs, mais en plus je regarde des films de Richard Fleischer, plus je me dis c'est tous les meilleurs des meilleurs. Enfin, c'est toujours génial en fait. Non, c'est pas toujours génial. C'est souvent fantastique. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment fantastique. Le Blu-ray nous dit l'un des sommets du cinéma d'aventure. C'est écrit là. Et je suis tout à fait d'accord. Même si cette citation n'est signée par personne. Donc je pense que c'est les gens qui le vendent qui vous disent que c'est un des sommets du cinéma d'aventure. Ils ont tout à fait raison. C'est un des sommets du cinéma d'aventure. Ça date de 1958. Ça date de 1958. C'est avec Kirk Douglas et Tony Curtis. Et Ernest Borgnine, toujours, j'adore Ernest Borgnine, j'adore sa tête. Je le trouve hyper classe. Et il est dans plusieurs films en plus de Richard Fleischer. À chaque fois, il est cool. Il est dans Les Inconnus de merde. Les Inconnus de merde. Les Inconnus dans la ville aussi. Où il est fantastique, où il joue un Amish. Mais là, il est trop cool. En plus, il joue un daron viking complètement hardcore. Le père de Kirk Douglas et de Tony Curtis, puisque le scénar du film, donc l'opposition entre le fils légitime de ce roi viking et Tony Curtis, fils illégitime esclave. Donc c'est absolument terrible. Là, tu me dis, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, est-ce que vous confondez avec Gian Maria Volonté, c'est ça? Non, Tony Curtis n'est pas dans Pour une poignée de dollars. Tu confonds effectivement avec Gian Maria Volonté, qui est un fantastique acteur. Par ailleurs, que j'ai vu dans El Chuncho il y a pas longtemps. Je l'ai revu dans El Chuncho il y a peu. Et qui est absolument fantastique aussi. Mais là, non, c'est Tony Curtis que vous avez vu dans plein de trucs que vous connaissez probablement pour certains Lem Show, mais qui est dans un milliard de trucs super. Et notamment, qui est un acteur assez... pas récurrent non plus, mais qui est dans quelques Richard Fleischer, et notamment dans L'Étrangleur de Boston, où il joue le rôle titre de L'Étrangleur de Boston, et il est super dedans aussi, et là il est fantastique, et Kirk Douglas, dans ce film-là, il est surpuissant, il est complètement terrifiant, il est hyper hardcore, et tout le film est fantastique. Enfin, c'est un grand film d'aventure, c'est un peu un chef-d'œuvre. J'ai hâte de lire ce bouquin, c'est un livre exclusif de 160 pages, ça s'appelle L'énigme Richard Fleischer. Mais j'adore ce réal. Par ailleurs, je vous le dis, je vais vous passer la bande-annonce, pourquoi pas. J'ai vu un de ces films que j'avais jamais vu avant aussi, qui est The Armored Car Robbery, qui est qui est un de ces films noirs des origines, parce qu'il a commencé sa carrière avec beaucoup de films noirs, Richard Fleischer, dans les années 40-50. Et celui-ci, il était pas mal du tout. Alors moi, mon préféré, ça reste... j'en ai vu pas mal maintenant, désormais. Mon préféré, ça reste de cette époque-là. Comment s'appelle-t-il l'énigme du Chicago Express. Mais il est pas mal du tout aussi, Armored Car Robbery. Robbery, putain. Les joueurs de foot. Ribéry. Il est vraiment pas mal du tout. C'est l'histoire d'un braquage. Alors, je vais vous mettre la bande-annonce, mais en petit, en bas de moi. Parce que comme ça, du coup... Attendez, hop.
Comme ça, j'aurais pas peur de vous spoiler. Parce que les bandes annonces de cette époque-là, je trouve qu'elles donnent trop d'informations quand même. Même là, ce que vous venez de voir en fait sur les Vikings, ça me fait un peu chier que vous ayez vu autant d'images. Mais c'est pas grave, vous pouvez pas savoir de quoi ça parle. Franchement, regardez les Vikings, c'est vraiment un immense film, un gigantesque chef-d'œuvre. Et je vais pas mettre le son, comme ça, clac, je vous mets ça juste en bas pour qu'il y ait des images un peu qui défilent. En gros, c'est l'histoire d'un braquage. Donc c'est un mec qui est un braqueur, qui du coup décide d'organiser un braquage avec un ami à lui qu'il arrive à convaincre. Cet ami à lui est marié à une danseuse un peu de cabaret qui le trompe avec le braqueur dont je parlais au début, donc c'est pas ouf. Mauvaise situation. Donc le mec est pas sympa. Ils mettent en place un braquage un petit peu osé d'une somme massive d'argent. Ils braquent un fourgon blindé en fait. Dans cette scène que vous êtes en train de voir en ce moment même. Et il s'avère que ça tourne mal parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y avait des keufs. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue le keuf principal, mais c'est le même que dans l'énigme du Chicago Express. Donc c'est cool de le revoir. En plus, je trouve qu'il est super parce qu'il a une super voix, ce mec. J'ai oublié son blaze. Mais il a une super voix et il joue très bien. Et du coup, là, il est pas un peu par hasard dans le coin. Il y a une petite embrouille pampan boum boum. Le collègue, du coup, comment il s'appelle le mec qui bosse avec le keuf se fait assassiner, exactement comme dans l'énigme du Chicago Express. Étrangement, très souvent, il perd son collègue dès le début du film. Et du coup, il va tout faire pour retrouver ces braqueurs qui se sont enfuis avec les thunes et pour leur faire cracher cet argent. Voilà, c'est super intéressant. Ça, je pense, moi, il y a plein de trucs que je vois à chaque fois dans les Richard Fleischer où je me dis putain, il y a des trucs en fait, des motifs que j'ai vus dans d'autres films. Est-ce que ça a été repris directement de ces films-là ou est-ce que c'est ces films-là ou je sais pas, est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est des tropes? Mais il y a des trucs dans l'Assassin sans visage, ça me faisait penser grave. Il y a des trucs de Seven. Là, il y a des trucs qui me font penser à Reservoir Dogs, par exemple. Le fait qu'il y ait un des braqueurs qui se prenne aussi une balle et qui pisse le sang du ventre sur la banquette arrière, ça, c'est un truc dans le film aussi. Et du coup, juste cette image-là, elle me fait, tiens, putain, ça me fait penser à Reservoir Dogs. Plein de trucs, en fait, du cinéma de Fleischer, même du début du cinéma de Fleischer, qui sont pourtant des petits films. Ça dure 1 heure, même pas 1h10. Hein. Des petits films vraiment j'allais dire sans ambition. C'est des hyper rondement menés et tout, super carrés et tout, très bien écrit, très bien fait, mais qui sont des petits films. C'est des petits films d'exploitation qui faisaient pour le studio et tout. Mais je trouve que ça a vraiment inspiré plein de trucs. Et en plus, ces films-là du début de la carrière de Richard Fleischer sont vraiment très intéressants parce que putain, ils vous mettent la scène en entier en fait. Mais c'est la scène en entier, ce n'est pas une bande-annonce. C'est pour ça qu'il y a la scène en entier. Après, c'est pas grave, c'est une scène du début du film, hein, c'est le braquage. Mais il n'y a pas de trailer. Il n'y a pas de trailer. Bon. Là, ça c'est le trailer ou pas? Vous voyez cette scène avec le mec qui pisse le sang parce qu'il s'est fait tirer dessus? Il y a une vibe. Hein. Bon. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment super à regarder et à mettre en parallèle, le début de sa carrière, je veux dire, pardon, intéressant à mettre en parallèle avec Les flics ne dorment pas la nuit, qui est du coup un néo-polar des années 70, enfin du début des années 70, un néo-film noir, même. Un néo-noir, qui est, je pense, l'accomplissement de sa carrière. Je trouve que c'est un de ses plus beaux films, en tout cas. Et donc, ça peut être très intéressant de dresser une comparaison entre son cinéma des débuts et ce qu'il fera au début des années 70 avec Les flics ne dorment pas la nuit, qui est très en avance sur son temps, hein, Les flics ne dorment pas la nuit, qui est une merveille. Une merveille. Voilà, donc tout ça pour dire que toujours Richard Fleischer est une valeur sûre et que ces films, même ces petits films qui payent pas de mine, sont quand même hyper cool. Voilà. Ensuite, après, Tarantino a souvent mis des bouts de films dans ses films. Mais peut-être qu'il s'inspire d'un autre film, tu vois, j'en suis pas sûr. Mais c'est juste, en fait, en voyant cette image-là, je me suis dit, putain, mais ça me fait grave penser à ça. Peut-être aussi qu'en regardant ces films, je le cherche, parce que du coup, il y a tellement de trucs que j'ai vus dans les films de Richard Fleischer, et à chaque fois, je me dis, putain, mais en fait, ça vient de là, quoi. C'est-à-dire, aussi bien dans tous ces films. Même, je dis, L'étrangleur de Boston, vous pouvez le revoir aujourd'hui, c'est impossible que ça vous fasse pas penser à Zodiac de David Fincher, quoi. Il y a des trucs, alors c'est pas exactement la même chose et tout, mais c'est juste qu'en fait, il y a des idées de mise en scène, des idées de structure de film, des fils rouges, des trucs qui vraiment qui se répètent, et c'est un peu lui l'instigateur du truc, et je trouve que c'est brillant. Richard Fleischer, c'est vraiment génial. Pareil, si vous regardez Soleil Vert, et où vous pouvez enchaîner Soleil Vert et comment ça s'appelle, Les Fils de l'homme,
que j'adore, qui est un chef-d'œuvre aussi. Il y a énormément de soleil vert dans Les Fils de l'Homme aussi. C'est vraiment, je trouve que c'est un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma, hein, Richard Fleischer. Voilà. T'as vu la conférence de Tarantino à Cannes? Non, pas du tout. Pas du tout. J'imagine qu'il fait un truc en mode... comment ça s'appelle? En mode son livre, je pense. Cinéma spéculation, mais j'ai toujours pas lu. J'ai toujours pas lu ça. Après Tarantino, j'aurais bien l'occasion de me replonger dans son cinéma, que déjà je connais très bien en fait, j'ai tout vu. Même le clip là, enfin pas le clip, mais l'espèce de court métrage qu'il a fait sur une chanson. Putain, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Mais il y a un court métrage avec Tarantino qui est en couple et qui a des espèces de visions. Ah, j'ai tout vu de lui. J'ai tout vu. J'ai vu Four Rooms. J'ai vu les images qui restent de My Best Friend's Birthday. Ah putain, j'ai oublié le nom de cette chanson. C'est pas grave. Non, c'est pas My Best Friend's Birthday justement. J'ai même vu la version de Reservoir Dogs qu'il a tournée avec Steve Buscemi, comme proof of concept pour son film. Je crois que j'ai vraiment tout vu de Tarantino. Et que c'est très intéressant, mais j'aurais l'occasion de m'y replonger dès lors qu'on parlera de métacinéma. Ce qui est le thème d'un Blu-ray que j'ai acheté tout récemment parce que je ne l'avais pas en Blu-ray, ce qui est une honte puisqu'il s'agit d'un des meilleurs films des années 90. J'adore moi Last Action Hero, j'adore John McTiernan, j'adore Last Action Hero, je trouve que c'est un immense film qui est d'une justesse rare et qui est en fait très en avance quoi. Maintenant que je me rends compte de ça sur sur le métacinéma actuel, en fait. Il est vraiment très très en avance. C'était à l'époque où ça m'énervait pas. À l'époque où, bon, après, ça m'énerve pas toujours, même aujourd'hui. Hein. Il y a des films dans ce délire-là que j'aime bien, genre Everything Everywhere All at Once et Spider-Verse, c'est des films que j'aime bien, donc ça va. Mais c'est juste, lui, il le faisait avant, et il le faisait de façon très radicale, à un moment où c'était vraiment pas à la mode. Et donc, on peut pas lui reprocher d'être, de surfer sur une vague de trucs populaires. C'est hyper intéressant. Donc, c'est un film de John McTiernan, sorti au début des années 90, qui est un film complètement méta, dans lequel un personnage joué par Schwarzenegger dans le film sort du film pour explorer le monde réel au milieu du film. C'est absolument c'est très connu, donc du coup c'est même très connu en France, et je pense qu'il est mieux considéré en France que ailleurs dans le monde, ce film. Je pense que la dimension un peu méta avant-gardiste justement a fait mouche dans notre pays. Donc du coup je vais pas trop vous en parler parce que j'aurai l'occasion d'en parler évidemment de façon extensive dès lors que je ferai le cycle dont je n'ai de cesse de parler sur le métacinéma. Là je remate du Buster Keaton en ce moment. Je me suis rematé comment Le Caméraman et des trucs encore plus vieux du début du siècle, des trucs de métacinéma du début du siècle. Et celui-là est vraiment un des meilleurs exemples de ce qui se faisait à l'époque sur le métacinéma, qui contenait déjà en fait à un certain degré cette espèce de post-modernisme, de délire à la fois d'essayer de comment dire, putain c'est compliqué, j'aurais dû écrire ça j'aurais dû écrire, mais j'écrirai mieux quand j'en parlerai sérieusement, mais ce mélange d'ironie sarcastique et en même temps de sincérité des émotions, quoi, cette vérité des émotions et cette mélangée avec cette ironie cinglante, je trouve que ça essayait déjà en fait de faire ça à l'époque par le biais du personnage du petit de Danny Manigan dans le film, ce qui est complètement un truc vraiment d'aujourd'hui, quoi. Qui est pas un truc d'aujourd'hui, c'est un truc qui a commencé à se faire disons au début des années 2000, mais qui là était déjà dans ce film aussi vraiment en avance. Martini 57, tu dis métamodernisme. Oui, mais c'est compliqué parce que c'est un terme qui est un peu à la mode maintenant, mais pour moi c'est plus des trucs d'historien, et étant donné qu'on est dans la période, c'est très compliqué pour moi d'utiliser un terme qui décrit le truc d'aujourd'hui, mais je sais pas en fait parce que en plus je trouve que en plus c'est un mouvement que
que je perçois, mais qui je trouve est pas encore complètement, je sais pas, mûr, je sais pas. J'ai un problème. Bon, c'est l'occasion peut-être de regarder éventuellement le trailer de Barbie et de commencer à évoquer le début, enfin, les thématiques. C'est plutôt Jackie Chan qui est le Buster Keaton chinois vu les dates. Oui, effectivement, Buster Keaton était là avant Jackie Chan. Mais en fait, ouais. Attendez, je remonte. Parce qu'en fait, ouais, il y a comment dire. Oui, il y a des petits problèmes de montage et ce genre de trucs qui font que c'est pas complètement fini, mais c'est un très joli, un très joli film à mettre entre Die Hard et Die Hard 3. J'en avais parlé quand on avait présenté, je sais plus si c'est quand on avait présenté Die Hard. Je crois que c'est quand on avait présenté Die Hard en fait. C'est un très joli film à mettre entre Die Hard et Die Hard 3 qui fait une jolie transition entre le cinéma d'action des années 80 et celui des années 90. Non, c'est pas celui-là, je sais plus, mais c'est pas grave. Tarantino, on en reparlera après. Attendez, on va mettre la bande-annonce peut-être éventuellement de Last Action Hero. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, même si je pense que, étant donné l'âge que vous devriez avoir, si vous me suivez, Last Hero, bien sûr, je tape n'importe comment. Last Action Hero. Je pense que celui-ci, vous le connaissez forcément, c'est un classique. Hop, bande-annonce officielle VF, tiens. Hop, clac. Hey, Claudius. C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. Retiens ta main, mon doux prince. Moi, d'où tu veux rire? Être ou ne pas être? Ne pas être. Jack Slater, numéro 4. Tu sais que le nouveau Jack Slater sort samedi soir ici à l'Odyssée. Tu parles que je suis au courant. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. C'est un passeport pour un autre monde. Regarde, c'est mon monde qui est de l'autre côté, c'est ma dimension. C'est ouf, les bandes annonces, c'est fou quoi. Moi, pour le coup, là, c'est un film des années 90, je pensais pas que ce serait comme ça, mais il vous dit tout quoi. Il vous dit tout. Voilà, donc c'est pas. Alors, dommage, je suis désolé du coup. Après, bon, regardez-le de toute façon, là, vous avez vu quelques minutes d'un film qui endure beaucoup plus et qui est beaucoup plus intéressant que sa bande annonce, quand bien même elle montre. Elle montre la fin, mais je trouve ça fou, quoi. Ils sont fous, les monteurs, quoi. C'est laisser un peu de mystère, quoi. Mettez des petits cliffhangers, mettez un truc, et non, hop, vous le montez pas, vous le coupez. C'est ça, tu vois, ça vous donne envie d'aller voir le film. Ils oublient parfois la nécessité juste de faire un film publicitaire, en fait. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, en tout cas, oui, c'est un chef-d'œuvre. Et effectivement, je trouve qu'il est en avance sur son temps de presque 10 ans, hein, sur ce côté d'allier justement le cynisme, l'ironie et l'émotion, les grandes émotions au cinéma. À un moment où ça m'énervait pas du tout, parce que du coup c'était complètement nouveau. Je veux dire, ah tiens, c'est une façon intéressante de voir le truc. Et après ça a fini par me saouler. Et du coup Barbie,